Bonjour, donc je vais reprendre un petit peu le fil de l'émission que j'ai fait sur Nurea TV avec Guillaume, le 16 octobre. J'ai pas eu le temps de terminer en fait, j'avais fait un PowerPoint qui durait encore des heures et des heures. Et en fait, bon, je trouve que c'est dommage de pas vous livrer l'intégralité de ce que j'avais prévu. Et donc je vais le faire, je le fais là. Donc je vous invite quand même à aller voir l'émission parce que sinon vous allez être un peu largué parce que je prends maintenant ici le PowerPoint en cours de route. Et donc on s'en était arrêté ici, à la coudée nilométrique, le mètre et le nombre d'or, puisque j'avais expliqué en fait cette relation qu'il y a entre cette fameuse coudée nilométrique que j'ai découvert donc, suite à mes recherches sur la métrologie égyptienne. Cette fameuse coudée nilométrique, en fait, c'est une mesure qui est le tiers du nombre d'or, puisque on s'aperçoit que 3 coudées nilométriques nous délivrent 1,618 mètres. Donc ça c'était une relation, j'avais terminé là-dessus. Mais j'avais pas eu le temps du coup d'aborder la fameuse pyramide de Mykérinos par exemple, je n'en ai pas parlé donc il va falloir que j'en parle. Et puis je vais vous montrer quand même autre chose à propos de cette relation entre le mètre, la coudée nilométrique, mais également le mètre et la coudée royale et les dimensions de la Terre. Puisque pour revenir un petit peu à cette fameuse relation qui n'a jamais été évoquée à ma connaissance on n'a pas trop évoqué ni compris comment la coudée royale égyptienne de 52 cm 36 pouvait être liée aux dimensions de la Terre. Et là, je vais vous donner quelque chose qui me semble important. Euh, Par exemple, je vous montre également, pour simplement vous montrer que cette mesure existe, sur la coudée de Nippur, il y a une mesure de 30 cm 9 qu'on appelle un pied de Nippur, c'est un pied long. Il y a un pied plus court de 27,65, on a vu que c'était relié au yard mégalithique, puisque 3 pieds courts donnent le yard mégalithique. Mais ici, on a un pied de 30 cm 9. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur? C'est très proche du pied grec qui mesure 30 cm 87. Mais c'est aussi 30,9, quasiment à la perfection, la valeur moyenne d'une seconde d'arc sur la Terre. Puisque la valeur moyenne d'une seconde d'arc sur le méridien, c'est 30 degrés, enfin 30,87 mètres, et une seconde d'arc sur la mesurée sur l'équateur, ce serait 30,92 mètres. La valeur moyenne de ces deux mesures, 30,8961 mètres. Donc on a quasiment 30,9 mètres, qui est la valeur moyenne d'une seconde d'arc méridionale ou équatoriale. Et ce pied, qui est présent sur la coudée de Nippur, eh bien, c'est un centième de cette valeur qu'on appelle l'arc seconde. Donc on va faire le calcul rapidement avec une calculatrice, parce que je pense que c'est intéressant de le faire, pour que vous puissiez comprendre en même temps. Le méridien de la Terre mesure cette valeur-là, 40 007,863 km. Si je le divise en 360 degrés, j'obtiens ce qu'on appelle un degré de méridien, 111 km, 132. Je vais le diviser maintenant par 60 minutes, et j'obtiens 1,852, la valeur du mile nautique. On appelle aussi la minute d'arc. Je vais le diviser encore par 60 secondes, et j'obtiens 30,87 m, c'est la valeur que vous avez ici. C'est ce qu'on appelle l'arc seconde. Et un pied grec mesure un centième de l'arc seconde, puisque le pied grec mesure 30,87 cm. Et on a vu que le Parthénon mesure exactement 30,87 m, c'est-à-dire une seconde d'arc en largeur. Donc voilà comment on a cette expression. Maintenant, si on calcule au niveau de l'équateur, l'équateur étant plus grand, mesurant 40 075 km et 17 mètres, hein, ce sont les valeurs officielles qu'on utilise sur les systèmes de GPS. Et donc si je divise ça par 360 degrés comme on l'a fait tout à l'heure, puis par 60 minutes, puis par 60 secondes, j'obtiens 30,92 et des poussières. Et donc la valeur moyenne, si vous voulez, eh bien, c'est 30,9 mètres l'arc seconde sur la Terre. Et donc, regardons maintenant, je l'ai dit, 1618 divisé par 3 égale une coudée nilométrique, mais si je divise 1618 par une seconde d'arc, j'obtiens
0,5236. Et ça, c'est quoi? Ce nombre-là, c'est l'expression de la coudée royale. Concrètement, ça veut dire que si sur la Terre, je trace une ligne droite de 1618 mètres, eh bien la valeur de cette ligne droite, c'est 52,36 secondes d'arc moyenne de la Terre. C'est quand même pas mal. Si on cherchait une relation métrologique entre la Terre et la coudée royale, ben je pense qu'elle est ici. Parce qu'on a quand même plein d'éléments qui nous montrent que sur la grande pyramide, la coudée royale, le nombre d'or, c'est quelque chose de redondant. Et ben là, 1618 mètres sur la Terre égale 52,36 secondes d'arc. On a là, si vous voulez, une confirmation supplémentaire du fait que les Égyptiens, les bâtisseurs des grandes pyramides, connaissaient les dimensions de la Terre, utilisaient le nombre d'or, qu'ils ont utilisé des mesures étalonnées non pas sur la coudée d'un hypothétique roi égyptien, mais bien sur la mesure de la Terre. Leur objectif étant de faire apparaître des nombres, entre autres, parce qu'il y a peut-être d'autres objectifs qui nous échappent. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas normalement, ou du moins, moi, à ma connaissance, j'ai vu ça nulle part. Donc c'est une première, j'espère que les égyptologues seront enchantés par ce genre de découverte, qu'ils n'y verront pas quelque chose de trop anachronique, même si c'est vrai, hein, c'est anachronique, ça, on ne s'attend pas du tout à ça, hein, normalement, c'est pas possible en théorie. Mais enfin, je pense qu'il ne faut pas s'accrocher mordicus sur je dirais, sur la vision qu'on a de l'histoire, enfin j'y reviendrai. Regardons maintenant cette pyramide de Mykérinos. J'en ai pas parlé, mais elle est vachement importante, la pyramide de Mykérinos. Vous savez que cette petite pyramide sur le plateau de Gizeh, en fait, si on la mesure en coudée royale, en fait, elle donne des nombres qui ne sont pas entiers, ça donne 201,44, donc on ne sait pas trop, quoi. Je vais vous montrer avec la calculatrice, si je l'ai encore. Hop, sa valeur, donc c'est 105, pardon, 105,5, si je le divise par la coudée, si vous voulez, ça me donne 52,36. C'est pas. Enfin, ça me donne, pardon, un nombre voilà, qui est pas un nombre de coudées entières. Pareil pour la hauteur. Si je divise par la valeur de la coudée royale, je tombe pas sur un nombre entier. Et par contre, il y a une unité de mesure qui nous délivre un nombre entier. Cette unité de mesure, en fait, c'est le pied romain. On l'a vu au cours de l'émission, le pied romain, une unité de mesure fondamentale, reliée à la coudée de Nippur, reliée aux mesures des Grecs, présente visiblement sur l'implantation des grandes pyramides à Gizeh. Et cette mesure du pied romain est une mesure en relation avec les dimensions de la Terre, puisque elle révèle la connaissance du mal nautique. Et bien, si on mesure la pyramide en pied romain, on s'aperçoit qu'on a 356 pieds sur la largeur et 220 pieds sur la hauteur. Mais ça, c'est une fraction, 356 sur 220, qu'on peut simplifier. Et si on la simplifie, on obtient 89 sur 55, c'est-à-dire le nombre de la suite de Fibonacci. 89, 55, divisé par 55, nous délivre le nombre d'or. Cette pyramide de Mykérinos, elle n'est pas tout à fait aux mêmes proportions que la pyramide de Khéops, ni celle de Képhren. C'est la pyramide de Mykérinos, elle est vraiment aux proportions du nombre d'or. Puisque sa base divisée par la hauteur nous donne le nombre d'or. Si on prenait sur la grande pyramide, la base divisée par la hauteur nous donnera la moitié du nombre pi. Donc la grande pyramide, elle intègre le nombre d'or aussi d'une autre manière, mais le rapport largeur-hauteur, c'est pi pour la grande pyramide, phi pour la pyramide de Mykérinos, et pour la pyramide de Képhren, c'est le rapport 3, 4, 5. Le rapport du triangle de Pythagore 3, 4, 5. Et alors si on doute de l'usage de cette mesure, du pied romain, on se dit, mais non, enfin, ils n'ont pas utilisé le pied romain sur la pyramide de Mykérinos. Regardons les dimensions de la chambre de Mykérinos, puisque Flinders Petrie a fait des mesures, il a mesuré les dimensions de cette pièce, et elle mesure 14,22 m par 3,86 m de large, ce qui convertit en pieds romains nous donne 48 pieds romains et 13 pieds romains exactement. La valeur moyenne de ces pieds est de 29,64 cm. Clairement, ici, je veux dire, on a la preuve que l'unité de mesure employée sur la pyramide de Mykérinos
c'est le pied romain, c'est pas la coudée royale. Alors peut-être que si, mais en tout cas, la plus évidente au premier abord, c'est celle-ci. La coudée royale peut très bien être employée pour faire apparaître d'autres nombres, puisque si je vais mesurer en coudée royale, je ne vais pas avoir les mêmes nombres. Simplement, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, si ça avait un sens. Et je pense que généralement, l'unité de mesure permet de donner des nombres au monument, et ces nombres ont une importance. Et ici, ces nombres, c'est les deux nombres de la suite de Fibonacci, 89 et 55. Donc voilà pour Mykérinos, hein, ça c'est quelque chose pareil qui est pas connu. La pyramide de Mykérinos, pour moi, elle se mesure en pied romain, elle est dimensionnée aux proportions du nombre d'or, et la chambre à l'intérieur est également proportionnée avec la mesure du pied romain. Euh, je reviens un petit peu sur la coudée royale, le maître et la terre. Vous savez, cette relation en fait a été déterminée pour la première fois. Alors oui, avant je précise, cette coudée royale, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, officiellement, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de recherche très poussée en métrologie pour déterminer sa mesure exacte. Dans tous les bouquins d'Égypte ou d'histoire, on lit que la coudée d'Égypte, elle mesure entre 52 et 52,5, voire 52 et 54. Et c'est quand même vachement surprenant, parce que pour la coudée de Nippur, tous les historiens et métrologistes nous donnent une valeur exacte au dixième de millimètre. Pour le pied romain, c'est pareil. Pour le pied grec, c'est pareil. Pour la coudée d'Égypte, eh ben non, on nous dit que c'est une mesure approximative. Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut faire de la métrologie sur l'Égypte, mais malheureusement, il n'en existe pas. Il n'y a pas d'hypothèse métrologique sérieuse, il n'y a pas de thèse sur ce travail-là. Pourtant, parmi les coudées qui ont été retrouvées, vous avez ici Gosselin, donc en 1820, qui publie un document où lui, il a pu avoir ces objets en main, les étudier, les mesurer, et il donne les valeurs, et il explique que la mesure moyenne des coudées qui ont été retrouvées et que lui a mesurées, c'est 52,35 cm. Quant à Flinders Petrie, à l'issue de son travail sur les pyramides qu'il a mesurées, il a donné 52,37 cm. On peut donc dire sans trop de difficultés, sans prendre de risques, que la valeur de la coudée, c'est bien 52,36, plus ou moins un dixième de millimètre. Et ça, pourtant, on ne le verra jamais écrit dans les livres publiés par les égyptologues ou par des historiens. On va toujours nous dire la coudée, c'est entre 52 et 52,5. Oui, ça a pu varier, mais on a tout de même des éléments suffisamment clairs pour affirmer que l'origine de la coudée, la valeur théorique de la coudée, c'est 52,36, plus ou moins un dixième de millimètre. Et dans les années 50, en 1952, le docteur Funk-Elect est le premier, ce docteur-là, ce monsieur, à découvrir la relation entre le mètre et la coudée, le nombre pi et le nombre d'or. Alors, je reprends la calculatrice pour que vous puissiez revisualiser l'élément. En fait, il avait compris, ce monsieur, que si on divisait le nombre d'or au carré par 5, on obtenait 52,36 la coudée. Il avait également compris que si on divisait le nombre pi par 6, on obtenait également la coudée. Donc ça voulait dire qu'un cercle de 1 mètre de diamètre avait un périmètre de 3,14 et que ce cercle divisé par 6 nous délivrait, pour chaque arc de cercle, la valeur de la coudée. Donc ça a été découvert en 52 pour la première fois. Et quand cette publication a été faite dans la revue du Caire, en fait, il y a eu de la part d'un égyptologue, Jean-Philippe Loher, qui a fait une publication pour démentir. Et globalement, il ne conteste pas les faits mathématiques, il accuse en fait le docteur Ellet de choisir une coudée de 52,36 parce que ça l'arrange. Alors qu'en fait, on a bien vu, à travers les tas de publications qui ont été faites avant, on sait déjà depuis longtemps que la coudée mesure 52,36 plus ou moins un dixième. On le sait depuis longtemps, puisque dès 1820, quand les coudées ont été retrouvées, les métrologistes les ont mesurées, ils donnent une valeur de 52,35. Petrie, en 1887, à l'issue de son travail, aboutit à la conclusion que la coudée vaut 52,37. Donc, à un dixième de millimètre, on connaît la valeur de la coudée. Mais ce monsieur, Jean-Philippe Loher, en fait, a accusé
et Let de choisir la valeur qui l'intéressait entre 52 et 52,5. Puis, comme les faits mathématiques étaient justes, il lui a reproché, il lui a dit que c'était simplement une coïncidence. Donc on est uniquement ici, on n'est pas dans, je dirais, de la recherche sérieuse, il n'y a pas eu de contestation officielle de ce travail. On dit simplement que c'est une coïncidence et en même temps on refuse d'admettre la mesure exacte de la coudée royale. Parce que si on admet la valeur exacte, on est obligé d'admettre que ce n'est pas une coïncidence. Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, qui fait qu'on ne, on n'ose pas écrire dans les livres la valeur exacte de la coudée. Parce que si on admet que la coudée vaut ça, on admet de facto la relation avec le mètre, pi et le nombre d'or. Généralement, on explique toujours que c'est par hasard. On explique que c'est par hasard que la grande pyramide a des proportions qui révèlent le nombre pi, qui révèlent le nombre d'or, parce qu'elle a un rapport pour sa pente de 11 à 14. C'est-à-dire qu'on avance de 11, on monte à 14, et donc c'est par ça, pour ça, que par miracle, on a le nombre d'or, le nombre pi qui apparaissent. Enfin, je veux dire, les historiens qui commentent l'Égypte, ils expliquent quand même que le rapport, majoritairement, les pyramides sont faites en utilisant le rapport de 11 à 14, ou le rapport de 3 par 4. Et donc, quand même, on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi on utilise ce rapport? C'est par hasard. C'est que, si vous voulez, c'est comme si on expliquait, ben, une voiture, ça roule. On ne peut pas le nier, ça roule, parce qu'il y a des roues. Oui, mais c'est pas par hasard qu'il y a des roues. Si vous voyez, il y a des roues, on met des roues sur une voiture pour qu'elle roule. C'est exactement la même chose ici. On a des pyramides auxquelles on a donné des dimensions, des proportions de 11 par 14, de 3 par 4, et on nous explique que c'est par hasard que les pyramides délivrent le nombre pi et le nombre d'or. C'est exactement comme si je disais que la voiture roule par hasard parce qu'elle a des roues. Non, la voiture roule par hasard parce qu'elle est prévue pour rouler. Et on a mis des roues pour qu'elle puisse rouler. C'est la même chose avec les pyramides. Si elles ont ces proportions, c'est pour qu'elles puissent délivrer ces nombres-là. Voilà. C'est un raisonnement pourtant simple, mais bon, qui a du mal à passer. Je vais vous montrer également une autre façon de voir comment le maître est en relation avec la pyramide de Khéops. Prenons la base de la pyramide de Khéops. On la découpe en 4, elle nous fait donc 4 carrés, mais ça nous fait 2 doubles carrés éventuellement, où je vais tracer une diagonale dans le double carré. Cette diagonale va me servir de rayon d'un cercle, c'est-à-dire que je vais tracer un cercle autour, et ça me fait un immense cercle, et le périmètre de ce cercle, 1618 mètres. Ici, de nouveau, relation entre le cercle et le mètre. Et du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, ce cercle, si je le convertis en arc seconde, eh ben, il va faire 52,36 arcs secondes de moyenne de la Terre. Magique, hein? Mais c'est pas fini, parce que si je trace l'autre diagonale, en fait, cette autre diagonale, elle m'ouvre un angle, cet angle-là, c'est l'angle d'un triangle 3, 4, 5. Il y a un angle de 90 degrés, forcément, puisque c'est un triangle rectangle, un angle de 36 degrés 87, et un angle de 53 degrés 13. Et donc, quand je prends les deux diagonales d'un double carré, que je les mets comme ceci, l'angle qui s'ouvre ici en jaune, eh ben c'est l'angle de 53 degrés 13. Et donc je peux tracer un triangle 3, 4, 5 ici, 3 sur ce petit côté, 4 ici, l'angle droit est ici, et ici je mets 5. Et ben le périmètre de ce triangle, 618 mètres, l'inverse du nombre d'or. Fantastique. Vous voyez qu'on n'utilise pas le nombre d'or, le triangle 3, 4, 5 pour rien. Il y a bien une volonté d'utiliser la géométrie, de la relier à de la métrologie. Voilà, ce sont des choses, à mon avis, encore très peu connues, je dirais, ces éléments-là que je viens de vous montrer. Voilà, quoi, c'est un petit élément de plus, quoi, on va dire. Bah, la science, finalement, elle ne dit rien de tout ça, puisque j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Il faut du temps, je pense, pour que les choses bougent, mais aussi pour des raisons... euh, comment dire? Je vais citer justement deux, je dirais, intellectuels, notamment, par exemple, Emmanuel Todd, qui est un sociologue, qui fait beaucoup de commentaires sur l'économie, sur la vie politique, etc. Et il disait récemment dans une interview que la réussite universitaire ou politique de haut niveau ne repose pas seulement sur l'intelligence, elle repose aussi beaucoup sur l'obéissance.
C'est grave ce qu'il dit en fait, hein, c'est quelque chose d'assez dramatique. C'est peut-être un peu exagéré, mais dans certains milieux, c'est vrai. Dans le milieu politique, la réussite repose sur de l'obéissance, c'est évident. Dans le milieu économique également, ça repose sur de l'obéissance. Dans l'entreprise, par exemple, c'est également la même chose. La réussite dans l'entreprise pour monter dans les gradins, ça repose sur de l'obéissance. C'est quelque chose qui sont des éléments de notre société qui, je pense, nous empêchent d'avancer euh, niveau de découverte scientifique comme ce que je vous propose là. Je vous cite un autre personnage que j'aime beaucoup, Albert Jacquard. Et lui, Albert Jacquard, explique que pour faire de hautes études dans les grandes écoles, il ne suffit pas d'être brillant, il faut aussi être conforme. C'est peut-être plus approprié à l'étude de l'Égypte, et de l'égyptologie, et de la métrologie, parce que ce que je vous propose là, c'est pas conforme, c'est anachronique. C'est en décalage avec les textes d'histoire aujourd'hui qu'on enseigne partout, dans les documentaires télévisés, dans les livres, dans les écoles. On n'enseigne pas, si vous voulez, ces connaissances métrologiques. Je pense que c'est par souci de conformité, je pense qu'il y a des historiens, des gens qui savent ça, qui en ont conscience, mais je pense qu'un universitaire qui commencerait à se lancer là-dedans risquerait de recevoir tout de même énormément de critiques, parce que en émettant les propos que je viens de donner, en expliquant ce que j'ai expliqué là, même si c'est factuel et juste, ça remet en cause tout de même de manière très importante l'histoire des peuples qui nous ont précédés. Puisque moi, ce que je vous ai montré donc ce soir dans l'émission et puis dans ce petit morceau de vidéo pour terminer, bah, ce que je vous ai montré, c'est que la première mesure connue dans l'humanité, le yard mégalithique, est celle qui a prédéterminé quasiment toutes les autres derrière, la coudée de Nippur, le pied de Nippur, le pied romain, le pied grec, la coudée nilométrique, forcément la coudée royale, et que c'est cette mesure très ancienne, qui aurait 7 à 8 000 ans, qu'on retrouve sur des monuments mégalithiques, qui est à l'origine de toutes les autres, et que cette mesure, le garde mégalithique, est étalonnée sur les dimensions de la Terre. Donc c'est quand même une découverte euh, qui est effectivement bouleversante au niveau de l'histoire, et je pense qu'elle va être très très longue euh, à faire évoluer, parce qu'elle n'est pas conforme. C'est pas conforme ce que je vous ai dit là. Et pour autant, ce sont des choses qui sont factuelles, qui sont, je pense, très bien argumentées. Je vous ai bien expliqué les choses. J'ai pas simplement mis bout à bout des faits qui n'ont aucun sens. Donc voilà, je pense qu'il y a du boulot, mais j'aimerais vraiment que, oui, effectivement, il y ait une avancée à ce niveau-là. Ça serait sympa. Je pense que ça serait même positif pour notre civilisation, parce que si on est dans un tel immobilisme, si on est incapable de faire évoluer des conceptions comme celle-ci, eh bien, on n'est pas prêt de changer quoi que ce soit. À mon avis, la compréhension et la connaissance de l'histoire, c'est une des bases d'une transformation de la société, d'une évolution positive, j'entends. Voilà, donc je vais vous citer une autre personne qui déplore un petit peu ces réticences, c'est Jean-Claude Ocquet, qui est le président du Comité international pour la métrologie historique, et dans un congrès qu'il a organisé, il fait un résumé, et dans ce résumé, il cite des études passionnantes de deux professeurs, le professeur Kotman et donc le professeur Jung-Wirsch, et qui ont étudié la métrologie antique et médiévale et la métrologie d'Égypte. Et malheureusement, leurs travaux, qui sont très pointus, ont suscité beaucoup de réticences de la part des historiens. Et pour lui, c'est le fait qu'il y ait une sorte de télescopage entre la vision de l'histoire et les gens qui travaillent sur la science exacte, à savoir les mathématiques et les mesures physiques. Et ça crée, si vous voulez, une sorte de tension, puisque les historiens ont défini une histoire, et forcément, des sciences exactes, comme les mathématiques et la métrologie, viennent, si vous voulez, contredire ou déstabiliser une vision de l'histoire, comme si l'histoire n'appartenait qu'aux historiens. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très triste, et c'est ce que déplore d'ailleurs un peu Jean-Claude Ocquet dans son texte. Et il termine en disant: comme beaucoup de mesures linéaires antiques sont très proches de 33 cm, voire atteignent 33,33 cm,
Il est tentant de conclure que connaissant le tiers de mètre, les anciens avaient déjà établi la valeur du mètre linéaire de 100 cm. Et ça date de 1986. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, je pense que des métrologistes en fait travaillent et ont compris qu'il y avait quelque chose, une unité de mesure ancienne, que les valeurs qu'on utilise aujourd'hui sont issues d'une très ancienne connaissance. Et bon, bah, aujourd'hui, je participe aussi, je dirais de manière modeste, à faire remonter ces découvertes-là. Donc moi, j'en apporte de nouvelles. Je vous ai cité également les découvertes de ceux qui me précèdent, ou ceux qui travaillent depuis bien plus longtemps que moi sur le sujet. Et voilà, donc ben, patience. Pour rappel, on nous explique forcément que c'est par hasard, si vous voulez, que la relation entre la coudée nilométrique et le mètre, ce serait le tiers de mètre, et que nous aurions 5 coudées royales pour avoir le nombre d'or au carré. Statistiquement, ça s'évalue, hein. Je vais le faire, hein, je vais prendre le temps de le faire, je vais me renseigner avec des gens qui maîtrisent bien les mathématiques, on va essayer d'évaluer la probabilité que toutes ces mesures-là, que ces mesures soient en relation avec le nombre d'or et le nombre pi. On va en évaluer la probabilité parce que c'est pas très compliqué ici de d'évaluer le hasard d'un tel phénomène en tenant compte d'une marge d'erreur. Donc on va le faire, puisque personne ne l'a fait. Je termine par une dernière information. Il faut savoir que ça fait très longtemps en fait que les savants ont plus ou moins en tête l'idée que la Grande Pyramide est un étalon de la mesure de la Terre. On le sait, mais depuis longtemps, sans savoir exactement par quel moyen, puisqu'on avait perdu la mesure exacte de la Grande Pyramide, on ne connaissait pas non plus la mesure de la Terre, c'est pour ça qu'à l'époque de la Révolution française, des savants sont allés mesurer un arc de méridien pour essayer de redéterminer avec précision la taille de la Terre. C'est peut-être aussi pour ça que Napoléon est allé en Égypte avec des savants, pour étudier l'Égypte. D'ailleurs, certains de ces savants reconnaissent que là-bas, ils avaient l'espoir de poursuivre leurs travaux sur la géographie et de comprendre l'origine de la métrologie. Et à l'issue de leurs travaux, ces savants, comme Gosselin et Jomard, ont comme conclusion que le périmètre de la Grande Pyramide mesure une demi-minute d'arc. C'est la conclusion qu'ils ont fournie, et pour eux il est évident que la mesure de la Grande Pyramide est un étalon de la mesure de la Terre. On va vérifier avec les mesures modernes, puisque les mesures de Jomard et Gosselin étaient un petit peu moins précises à l'époque. Donc nous, on va vérifier avec les mesures modernes que cette Grande Pyramide mesure bien un périmètre qui fait une demi-minute d'arc. La pyramide, la voici, la Grande Pyramide. Vous voyez qu'elle est posée sur un socle qu'on aperçoit. Et ce socle en fait a été mesuré. Vous avez ici un plan de Gilles Dormion, et ce socle dépasse de 56 cm en fait de la base de la pyramide, ce qui fait que la largeur de la pyramide posée sur le rocher, donc avec son socle, c'est 231,50 m, plus ou moins, je dirais 1 cm. Donc c'est la valeur moyenne d'un côté de la Grande Pyramide, posée sur le rocher. Et donc si je prends, si je compare le périmètre de la pyramide avec une minute d'arc moyen, donc la minute d'arc moyen est ici, c'est 1852 mètres, en fait, je m'aperçois que le périmètre de la Grande Pyramide, c'est égal, avec une précision de l'ordre de 2 cm, au demi, à un demi-mile nautique ou 30 secondes d'arc. Voilà, 231,5 x 4 égale 1 mile nautique divisé par 2. Mais je m'aperçois aussi d'autre chose. C'est que si je m'intéresse à la minute d'arc du méridien à l'équateur, elle est plus petite. C'est la plus petite minute d'arc, elle se trouve au niveau de l'équateur. Une minute d'arc du méridien à l'équateur mesure un petit peu moins de 1843 mètres. Et du coup, si je mesure le périmètre de la pyramide, posé sur le socle, c'est-à-dire avec sa valeur de 230 mètres 364, et bien dans ce cas-là, cette valeur est égale à un demi-minute d'arc du méridien à l'équateur. Ce qui veut dire que la pyramide, sans le socle ou avec le socle, nous indique ici une parfaite connaissance des dimensions de la Terre et de son taux d'aplatissement, puisqu'on a la valeur moyenne et la valeur minimale. De facto, ils connaissent forcément
la valeur maximale, et donc ils ont une parfaite connaissance de la mesure de la Terre, y compris de sa déformation, c'est-à-dire de son taux d'aplatissement. Et ça, c'est des choses qu'avaient commencé à comprendre les savants français en 1820, et on a complètement oublié leur découverte, on les a mis, bon je sais pas pourquoi, on n'en avait jamais parlé, et on n'a jamais pris le temps de revérifier, et donc d'approfondir leur première découverte. Voilà, je vais m'arrêter ici, et bah, écoutez, je vous souhaite de prendre le temps de comprendre tout ce que j'ai exposé. Je sais que c'est un petit peu compliqué, un petit peu lourd, un peu indigeste, mais si vous voulez vraiment comprendre un petit peu mieux d'où on vient, comprendre l'histoire, avoir une meilleure connaissance de ces pyramides, de ces monuments qui vous interpellent, vous ne pouvez pas le faire sans rentrer dans la mesure. C'est pas possible. La mesure, c'est quelque chose qui délivre une information objective, qui délivre des nombres, qui permet de délivrer, si vous voulez, à la fois une information euh, ouais, scientifique quasiment, mais également spirituelle quasiment. Il y a une notion, si vous voulez, les pyramides, c'est un monument qui réalise un tour de force. C'est de réunir l'art et la science. L'art et la science sont réunis dans l'architecture antique, très ancienne. Et bien ça, c'est un tour de force parce qu'aujourd'hui, on est une civilisation, on est très très loin d'avoir uni l'art et la science en un seul et même corpus de connaissances. Donc voilà, vous ne pouvez pas faire l'économie, si vous voulez, de ces recherches que j'ai faites pour, je pense, vous imprégner et entrer, si vous voulez, de plein pied dans cette pensée d'avant. Ça demande de faire un effort, même si les mathématiques ne vous enchantent pas. Je vous rassure, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il ne faut surtout pas se sous-estimer. Surtout pas. Merci, à bientôt pour de nouvelles découvertes.